Maintenant, des startups, elles sont de plus en plus nombreuses en région bruxelloise, mais ont-elles vraiment les moyens pour se développer ? Brussels Studies s'est penché sur le sujet que l'on va évoquer maintenant. Nicolas Paris, bonsoir. Vous êtes l'auteur de cette étude, vous travaillez entre autres à la Solvay Business School. On parle de 50 entreprises technologiques qui voient le jour chaque année à Bruxelles. C'est facile pour elles de se développer, elles trouvent facilement des financements ? Alors, elles trouvent des financements et elles arrivent à se développer. Ça, c'est un message plutôt positif. Maintenant, elles ont beaucoup de défis et ça reste une aventure qui est extrêmement compliquée. Ouais. Et pourquoi c'est compliqué C'est compliqué parce que déjà, l'activité entrepreneuriale, c'est une activité qui est très risquée, ou en tout cas qui a un côté aventurier, puisqu'on va aller chercher les opportunités. Et pour que les opportunités aient de la valeur, il faut qu'on soit peu nombreux à les voir. Et donc, il y a parfois des risques qu'on se trompe. Alors, c'est difficile aussi parce que ça va demander beaucoup de ressources. Ça va demander des ressources financières, parce qu'il y a des projets à développer, des prototypes qui doivent parfois être faits. Mais ça va demander aussi des ressources humaines, puisque vous devez construire une équipe. Ça va demander des ressources sociales. Vous devez réussir à vous entourer. Et donc, tout ceci fait que c'est une alchimie qui est subtile et qui est parfois très difficile à avoir. Alors, Augustin Van Rijkenvorsel, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez créé plusieurs startups, donc cette alchimie, finalement, vous en avez trouvé le secret. Dans les étapes de développement, est-ce que vous vous êtes heurté à ces difficultés qui est chercher de l'argent, en trouver, financer des frais de recherche et de développement quand il n'y a pas encore de rentrée ? Est-ce que tout ça, vous y avez été confronté ? Oui, très certainement, comme tout entrepreneur. La difficulté dans l'entrepreneuriat, il y a le parcours d'un entrepreneur qui est ce qui est, mais l'écosystème joue un rôle extrêmement important et le challenge, je crois, sur la ville de Bruxelles comme sur la Belgique, c'est cette alchimie qui se passe dans l'écosystème et qu'aujourd'hui, Bruxelles ne l'a pas encore trouvé. En tout cas pour être clair, pour qu'on comprenne, qu'est-ce qui vous a manqué ? Alors, dans l'écosystème, quels sont les gros acteurs ? Un des très gros acteurs dans un écosystème qui fonctionne, ce sont les entreprises. Ce sont les grands corporates qui sont pas là uniquement pour mettre de l'argent, mais qui sont là pour tester les produits, qui sont là pour apporter certains assets, expériences, etc. dans l'entreprise. Et qu'aujourd'hui, sur la place de Bruxelles, on n'a pas encore vu cet écosystème s'activer de manière suffisamment importante. Ouais. Ça, c'est ce que nous, on a vécu. Voilà. Et l'accès au capital, vous n'avez pas eu de problème, qu'il s'agisse de capital privé ou de capital public ? Alors, l'accès au capital en Belgique, il y en a, parce que de l'argent sur le marché aujourd'hui, il y en a. Ce qui est compliqué, c'est d'avoir un accès au capital professionnel. Et ça, par rapport à d'autres pays ou d'autres capitales, c'est quelque chose qu'on a beaucoup moins. Et que du coup, avoir un accès au capital professionnel, c'est extrêmement enrichissant pour un entrepreneur. C'est pas juste d'avoir de l'argent, c'est d'avoir des gens qui sont professionnels dans le secteur et qui permettent d'évoluer aussi, faire évoluer sa société. Oui, alors Nicolas Paris, au niveau des financements, il y a des aides publiques. Alors est-ce que vous les estimez bien faites ou est-ce qu'il y aurait des changements à apporter ? Je pense qu'elles remplissent leur première mission, c'est-à-dire permettre à des entreprises de trouver du financement et de continuer leur développement. Donc ça, c'est le premier message. Maintenant, est-ce que le dispositif pourrait être plus efficace ? Oui, certainement. Et c'est dans les conclusions de ce qu'on pointe. Donc typiquement, on a aujourd'hui beaucoup d'aides qui coexistent, qui sont parfois difficiles à identifier et dont les conditions d'accès sont parfois différentes les unes des autres. Donc les entrepreneurs sont un petit peu perdus. On a parfois des aides, je pense, qui continuent d'intervenir alors que l'entrepreneur aurait peut-être besoin, comme le soulignait Augustin, d'autres modes de financement, typiquement les fameux investisseurs professionnels, parce que c'est aussi quelque chose qu'on entend dans la bouche des entrepreneurs. Ils ont une volonté de pouvoir s'entourer de gens qui ont une expérience concrètes qui sont passées par les mêmes défis. Alors parfois, ça peut être des gens qu'on va mettre dans son advisory board pour nous entourer. Parfois, ça va être des investisseurs, d'anciens entrepreneurs. Et donc, c'est ce matching en fait qu'il faut favoriser. Et alors, vous disiez de l'argent, il y en a, on peut en trouver. C'est tout de même un capital risque, puisque la personne qui investit, il y a beaucoup de développeurs et il y a peu qui réussissent. Est-ce qu'à ce moment-là, on a parfois des difficultés à faire comprendre son projet et la manière dont on va le réaliser ? Mais c'est bien là où on voit la notion de professionnel dans ce type d'investissement.
gens-là. Et c'est le risque aussi, c'est d'avoir des investisseurs non professionnels qui ne comprennent pas toujours le risque et qui, du coup, deviennent une complication au niveau de l'évolution de l'entreprise. Un des points un des gros taux d'échec dans la start-up, c'est les valorisations des sociétés qui parfois montent beaucoup trop haut et qu'un entrepreneur, un investisseur non professionnel va voir la valo monter de manière extrêmement rapidement d'un très bon œil. Par contre, un investisseur professionnel, quand il voit une valo qui augmente trop rapidement, c'est le premier warning en disant attention, là on va se prendre les pieds dans le tapis pour plus tard. Ouais. Et donc tous ces éléments-là font des choses extrêmement importantes. Et on parlait d'écosystème. Dans l'écosystème, le politique a un rôle extrêmement important. Tu parlais des aides publiques tout à l'heure. Le politique a un rôle extrêmement important et probablement qu'aujourd'hui, à Bruxelles et en Belgique, et vu la dissociation qu'on a entre la Flandre et la Wallonie et la région bruxelloise, le politique aujourd'hui a encore du mal à se fédérer pour avoir des aides qui soient suffisamment structurées. Parce que c'est ce que vous soulignez, Nicolas Parry, dans votre étude, c'est qu'à un moment donné, on a une concurrence entre régions par rapport à ces startups technologiques. Oui, tout à fait. C'est un phénomène qu'on observe, c'est un phénomène que les entrepreneurs nous disent, et c'est un phénomène que les acteurs publics connaissent. Donc, il faut savoir que, je ne vous apprendrai pas que le pays n'est pas très grand, et que à Bruxelles, notamment, vous faites 2 km, vous êtes en Flandre, vous en faites 3, vous êtes en Wallonie, et donc vous pouvez vous installer comme vous voulez, et ça peut créer une concurrence entre les régions. C'est un des phénomènes qu'on a vu, et parfois ça peut créer aussi un espèce de côté où il y a un côté inflationniste sur les aides qui vont être données, c'est-à-dire qu'on offre de plus en plus pour essayer d'attirer les entrepreneurs, et parfois ces entrepreneurs, ils vont multiplier les sièges. Et donc vous allez avoir des entrepreneurs qui ont parfois des entreprises qui ne sont pas très grandes, vous avez 4, 5, 6 personnes, mais qui ont 2 sièges. Parce qu'on parvient comme ça à glaner des subsides en région bruxelloise ou en région wallonne ou alors dans plusieurs régions. Tout à fait. Ouais. Et ça a été votre cas, à un moment donné, cette course à l'implantation pour glaner des subsides? On sort complètement du focus de l'entrepreneur. L'entrepreneur est censé se focus sur son business et que soudainement, vu que les choses ne sont pas suffisamment structurées, on essaye de trouver toutes les ficelles possibles pour essayer d'aller mettre le doigt dans la confiture là où il faut, quoi. Et ça, c'est compliqué, quoi. Et ça enlève le focus, et pour finir, en fait, on se focus à essayer de trouver de l'argent alors qu'en fait, on devrait se focuser sur le business. Ouais. Et donc voilà. Ouais. Parce que vous dites également dans l'étude, on trouve finalement, pour amorcer l'activité, on trouve de l'argent, et puis après, parfois, pour développer l'activité, pour passer à un seuil supérieur, c'est parfois une autre paire de manches. Oui, tout à fait. Il faut savoir que, et de plus en plus dans l'entrepreneuriat, alors il y a des projets qui ne le permettent pas, les projets très technologiques vont demander énormément de fonds pour pouvoir se lancer. Maintenant, des projets qui sont moyennement technologiques, on va les encourager à se lancer avec des budgets plutôt restreints. Et donc, ces premiers budgets, ce capital d'amorçage, vous allez réussir à le trouver, que ce soit auprès de vos proches, que ce soit auprès des acteurs publics, auprès d'entrepreneurs qui ont réussi. Maintenant, il est clair que quand vous avez des entreprises qui commencent à se développer très très fort, on a un cas il n'y a pas longtemps, Colibra, entreprise belge qui dans la dévalorisation a dépassé $1 milliard, ces entreprises-là, à un moment, doivent aller chercher des fonds qui sont beaucoup plus gros, qui vont être des fonds internationaux et parfois déménager. Ouais. Et est-ce que le marché belge est assez important que pour permettre un développement qui assure une rentabilité, une viabilité des startups? Alors, tout dépend de comment est-ce qu'on regarde la chose. Le marché belge, non. Mais le marché français, le marché allemand, en général, non plus. C'est-à-dire que toutes ces boîtes-là ont un besoin d'internationalisation. Là où il y a la Belgique et Bruxelles spécialement a un vrai rôle à jouer, c'est que typiquement, à Bruxelles, il n'y a pas un chef d'État dans le monde qui ne passe pas une fois par an par Bruxelles. On a des assets à Bruxelles sur lesquels on peut venir réellement avoir un levier, comme d'autres capitales en ont d'autres. Et ces assets-là, aujourd'hui, le politique, de mon angle de vue, ne les a pas encore pris suffisamment en main. Alors on parle de 2500 à 3000 emplois directs, c'est le chiffre que vous citez, ça vient du site startup.be. Est-ce que vous avez une idée du potentiel de développement, ou aujourd'hui c'est très difficile à dire en termes d'emploi? C'est très difficile à dire, donner une estimation est très compliqué en fait. Ouais. Et vous avez l'impression, vous, aujourd'hui, que effectivement, c'est le vivier d'emploi que la région bruxelloise doit développer? Alors, ce qui est sûr, c'est que si c'est un vivier d'emploi et qui est en tout cas pas encore suffisamment exploité,
et qu'il y a moyen de faire beaucoup plus au niveau de l'emploi à ce niveau-là, et que à l'avenir, ce le sera de plus en plus. Donc il n'y a pas de débat, il faut faire plus. Ouais, et quand vous donnez quelques recommandations, il y a entre autres la création d'un mécanisme de coordination. Vous avez l'impression effectivement qu'en termes de... il faudrait aussi, dites-vous, un gestionnaire unique. Ça, c'est quelque chose qui manque au niveau public. Mais comme je vous le disais, il y a beaucoup de bonne volonté, il y a beaucoup d'acteurs publics qui se mobilisent. Donc ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est que c'est compliqué pour un entrepreneur de naviguer. C'est compliqué de comprendre qui sont les acteurs en présence, à qui je dois m'adresser, pourquoi et quand. Et donc, il y a un intérêt à avoir une seule personne qui vous suive à travers toutes les démarches, clairement. Et il y a un intérêt aussi à s'assurer que tous les acteurs qui vous suivent à intervalles réguliers se retrouvent autour de la table pour faire le point. Ouais, alors on a l'impression parfois qu'une idée suffit et que la start-up est née et qu'elle peut se développer. Vous vous dites ça, c'est tout à fait faux, quoi. Si seulement, à ce moment-là, je ne serais pas en train de te parler maintenant. Donc le plus dur commence quand on a l'idée, quoi. Oui, et puis même, si on n'a pas changé d'idée 18 jours plus tard, c'est sûr, on est dans le mur. Parce que l'idée de base, elle ne vaut pas un copec. Donc ce qui est sûr, c'est que l'idée, on peut pas se baser dessus. Tout commence au moment où on commence à travailler et à essayer de délivrer ce produit. Donc non, l'idée, c'est absolument rien. Il y a un point dans une étude qui était intéressant, c'est au niveau des subsides, qui peut avoir un effet extrêmement pervers dans les fonds, parce qu'en fait, en gros, c'est de l'argent gratuit qui ne donne pas suffisamment d'importance aux yeux on le reçoit gratuitement. À partir du moment où on rentre dans le capital, les choses sont extrêmement différentes. Oui, vous confirmez ? Oui, tout à fait. C'est de l'argent qui est en effet, comme le dit Augustin, gratuit. Mais clairement, ça n'a pas le même... je pense que déjà, ça n'a peut-être pas parfois le même incitant, ça ne pousse pas autant l'entrepreneur à se dépasser, et ça n'a pas le rôle de signal que peut avoir l'entrée dans le capital d'un investisseur qui est reconnu et qui est renommé. Parce que là, vous avez l'argent qui vient vous aider d'un côté, mais vous avez le boost réputationnel, le boost du réseau de cette personne, et c'est une synergie entre ces deux éléments qui vont faire que votre boîte peut passer au niveau suivant. Merci en tout cas pour toutes ces explications.